Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir animer cette discussion. Et je remercie Romini Bonhomme de me l'avoir proposé, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Puis on en discutait entre nous dans les coulisses. Cette discussion n'a pas pu être possible il y a quelques années. Ce qui est intéressant, on vous a présenté les réalisateurs. Donc c'est 4 premiers films. Donc le Miracle de Saint Inconnu, qui était la semaine de la critique en 2019. Reine de Yamin Ben-Kiran, qui était lui à Venise, Venice Day, Giornati, c'est ça. Zanka, Contact, ou Burning Casablanca, il y a 2 titres. Ah oui, titre français. Ça, oui, c'est dans le film en plus. Zanka Contact, j'ai appris ça. J'ai pas essayé, mais j'ai appris. Qui était lui à Venise Horizonti, et l'émeute de Kamal Lazrak, qui lui était à Saint-Regard l'an passé. Et c'est 2 films d'ailleurs que j'ai connaissais vos projets par rapport à l'aide au cinéma du monde qu'on a soutenu quand j'étais président. L'idée, le fil conducteur de cette discussion, qui est un fil conducteur ouvert, parce que ce sera à vous aussi de dire ce que vous en pensez, qui part d'une intuition, j'avais parlé avec Rémi, puis d'un constat, en tant que programmateur de festival et critique, c'est qu'on a longtemps vécu sur un modèle de cinéma dit du monde, hérité de l'influence du néoréalisme qui a irrigué beaucoup de cinématographie après les indépendances, ce qui est une réalité, donc réalisme social, enjeux de société, plus tradition folklore, enfin tradition locale, culturelle, etc. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'avec ces 4 films-là, cette nouvelle génération qui fait sens, qui je trouve fait corps au sein du jeune cinéma marocain, qui se porte extrêmement bien, ça vous le savez. Et il y a d'autres cinéastes, il y a Fizal Boulafa, Dané, Jamais, enfin il y a plein d'autres films, des cinéastes intéressants, mais eux, je pense, leurs premiers films sont significatifs d'une question auquel je n'ai pas la réponse, mais pour laquelle j'ai envie de les entendre, c'est en quoi le rapport au genre, burlesque, à combustion lente et à mèche longue, le film de poursuite avec body movie, flic, etc., le film punk, rock, truand, enfin là il y a beaucoup de choses chez vous, hein, dans son cas, et aussi la nuit, et puis comment se débarrasser d'un cadavre. Donc comment ce rapport-là au genre, quel qu'il soit, est-ce que c'est un point de départ, un point d'arrivée? C'est une génération aussi, maintenant on ne voit plus les films en vertical par rapport à la culture nationale d'une cinématographie, mais aussi à l'horizontale par rapport à l'accès aux images. Donc c'est un peu des petites choses qu'on va discuter ensemble. Et on va commencer tout d'abord par le premier extrait, ou les premiers extraits du film de Yasmine, donc Reine. On y va. Une question, on pourra parler de l'extrait aussi, d'autres scènes, mais une question plus générale. Quand on voit le film, on se dit, le vrai sujet, c'est quoi? C'est une mère qui ne veut pas se séparer de sa fille et qui agit en conséquence pour ne pas être séparée de sa fille. Ça pourrait être un mélo, tout ce que vous voulez. De l'autre côté, vous avez une femme mariée, boulot, fait la cuisine à la maison, et ce n'est pas la vie de couple ou de mariage dont elle a rêvé. À partir de là, on peut imaginer un genre de film, et votre film, c'est aussi prison, évasion, prise d'otage, fuite, body movie, avec un vieux policier à la retraite et une jeune policière qui débute, qui essaye de les poursuivre. Donc, comment on associe tout ça? Mais je pense que surtout, moi, quand je commence à penser à un film, je pense jamais sujet. J'ai d'abord des envies de cinéma qui me viennent. Et en tout cas, c'est ma manière de travailler. C'est en travaillant sur des envies de cinéma, puis sur des envies d'image, puis sur des envies de récit, que j'arrive à trouver quelque part mon sujet. Et le sujet ne vient pas en premier, il arrive ensuite quand je creuse, quoi. Et pour Rennes, la première image vraiment que j'avais très forte, c'était un camion et 3 femmes sur les routes marocaines. J'avais envie de filmer les camions marocains. J'avais envie de filmer les routes marocaines, évidemment, et tout un rapport à l'enfance et au fantastique aussi qui m'intéressait beaucoup. Moi, c'est vrai que c'est ma première cinéphilie, c'est vraiment les films à hauteur d'enfant, sur l'enfance. Je pense à Clea Cuervos ou L'Esprit de la Ruche, qui sont des films qui ont été très forts pour moi. Et j'avais envie de ce regard d'enfant aussi dans le film. Donc tout ça s'est construit au fur et à mesure, comme si j'avais une grosse matière à sculpter et qui a pris ensuite sa forme. Et c'est vrai que
Que ce soit l'évasion de prison ou le parcours d'émancipation d'Asma, c'est des choses qui sont pour moi venues structurer le récit et apporter une narration à des envies de cinéma. Sachant que l'envie de cinéma première aussi, mais je ne sais pas si j'en parle, il y a quand même quelque chose de politique pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand on grandit au Maroc et qu'on n'a que des films... On va pas se mentir, quand on a 16 ans, on va pas voir des films réalistes, on a envie de rêver, on a envie d'aventure. Enfin, moi, quand j'avais 15 ans, j'aimais Indiana Jones, quoi. Et c'est vrai que quand on a 15 ans et qu'on grandit au Maroc, en termes de représentation, il y a aussi une question qui se pose, c'est que on se retrouve nulle part et du coup, on a envie d'Occident. Et c'est quand même dommage, je trouve, de ne pas avoir des figures chez nous inspirantes dans les représentations qui sont proposées. Je pense que ça aussi, c'était à l'origine de ma démarche de cinéma aussi. Et par rapport à l'extrait que vous avez choisi, oui. Et par rapport à l'extrait qu'on a vu, que vous avez choisi? Non, l'extrait qu'on a choisi, c'est un extrait où on a une... Voilà, ça a été un énorme... Je pense que la plus grande joie que j'ai eue dans la réalisation de ce film, c'est le travail avec les comédiennes. Et là, on a une Nisrine Radi flamboyante qui arnaque. Et pour moi, voilà, ça commence comme un film d'arnaque, un film qui est ludique et qui assume son côté ludique, tout en finalement traitant, comme vous l'avez dit en introduction, de sujets sociétaux, quoi, mais de l'envisager de manière ludique. Et je pense que oui, cet extrait, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi et pour présenter le personnage interprété par Nisrine. Mais sinon, il y a quand même un dosage entre, par exemple, les policiers, le couple, ça fait très buddy movie dans la structure même. Complètement. Dans le choix, le casting. Complètement. C'est un buddy movie, c'est un film de cavale, c'est un conte fantastique. Et j'aime bien me dire, mais je trouve que l'exercice... c'est quelque chose qui se dit beaucoup aujourd'hui, surtout depuis que Bong Joon-ho a explosé, de mélange des genres, c'est-à-dire de ne pas se cantonner à un genre et d'essayer de passer d'un registre à un autre, de glisser d'un registre à un autre et qu'il y ait plusieurs palettes d'émotions et de cinéma accessibles. C'est pas évident toujours, je trouve que ça peut être un peu casse-gueule. Mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, moi, à savoir que c'est un film de cavale, qui a de l'attention, il y a de l'émotion, en tout cas j'espère. Et en même temps, il y a des moments complètement burlesques, notamment avec les deux flics, qui sont là pour ajouter de l'humour, et pour des raisons de représentation aussi, j'aimais bien l'idée que le vieux flic est un des personnages masculins positifs du film. C'est quelqu'un qui est dans la transmission, c'est quelqu'un qui sait présenter des excuses, qui sait évoluer aussi à son âge. Et oui, ça m'intéressait d'avoir aussi cette représentation de l'autorité, de jouer avec les codes du buddy movie complètement, aussi bien dans le camion, avec un peu plus que du buddy movie. Enfin, c'est un peu différent pour moi dans le camion parce qu'il y a une enfant, donc il y a une question quand même de responsabilité qui se pose. Et pour moi, ces trois femmes finissent par faire famille dans les montagnes. C'est-à-dire que plus que du buddy movie, c'est une espèce de famille réinventée où, tout à coup, elles ont un espèce de, d'Eldorado sentimental, affectif, qui est bien sûr une illusion, parce que tout film de cavale, on sait dès le début du film que ça va pas bien se finir. Mais moi, je les envisage plus comme une famille, les trois, parce qu'il y a une enfant. Et de l'autre côté, par contre, les flics, on est sur du buddy movie, c'est classique. Oui, c'est vrai qu'il y a une scène qui est bien d'ailleurs écrite, c'est la scène avec le fils du gouverneur, où elle se fait passer pour la tante, sa copine la mère, et le scénario final, c'est ce que ça va confirmer en fait. C'est complètement. Ça confirme complètement ça. Et cette scène m'intéressait d'ailleurs dans la bascule, c'est-à-dire que ça commence vraiment comme de la comédie presque italienne, où on se fait passer, c'est une scène d'arnaque, il y a un truc assez léger. Et tout à coup, ça bascule pour finir dans le drame absolu. Et cette bascule m'intéressait beaucoup. Une chose que j'aime bien aussi, qui est dans l'articulation du sujet, c'est-à-dire du sujet du récit, c'est-à-dire des décisions de vie qui sont liées à une situation d'action.
c'est quand le mari fait foirer le barrage, donc c'est une scène vraiment d'action intense, et c'est là où elle prend une décision, sa décision à elle, la plus importante. Donc j'aime bien la collusion, si je peux dire. L'idée, c'est vraiment de mettre... c'est une scène d'action, enfin, pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment la grosse scène de bascule du film, où Asma, qui est otage, va décider dans une scène où elle prend une décision qui est plus forte qu'elle, qui est extrêmement impulsive à ce moment-là. Elle va décider qu'il vaut mieux aller avec sa preneuse d'otage que retourner chez son mari. Et voilà, même quand je le dis, il y a un truc un peu cliché. Et l'idée, c'était vraiment de se dire comment on le joue. Et la scène, qui est une scène d'action pure, il y a quelque chose où c'est très très tendu. Et ça devient presque comique et ça devient presque un exutoire, c'est joyeux, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans de la tension extrême. Et l'idée de se dire que c'est dans le sens, et même quand je le dis, il y a quelque chose d'un peu lourd de cliché, et se dire, ok, on ne le joue pas comme ça, on le joue de manière très joyeuse pour le détourner un petit peu. Et oui, vraiment, comment traiter de problématiques sociétales en le prenant par d'autres... en le prenant par le cinéma, que ce soit ludique, plutôt... ludique, tragique, en prenant par d'autres, en le prenant pas en premier degré, voilà. On va passer au film suivant, qui est le film L'émeute de Kamal Nazrak. Quand le film a été présenté au Cinéma du Monde, j'avais vu son court-métrage, L'homme au chien, qui m'avait... Waouh! J'avais vu des chiens dans Franju, hein, des yeux sans visage, mais ces chiens-là, ça m'avait impressionné. Le film, j'avais adoré. Et votre film aussi, parce que ça revient, enfin on en reparlera, mais sur comment se débarrasser d'un cadavre dans un contexte serré dans le temps, la nuit, etc., etc. Mais on va en parler après. Donc je rappelle, chaque cinéaste, réalisateur et réalisatrice ont choisi leur extrait. Donc on va voir l'extrait que propose Kamal sur son film, donc L'émeute, en deux mots, hein, l'émeute, les chiens. Pourquoi avoir choisi cet extrait ? C'est vrai que c'est toujours difficile de choisir un extrait. Je trouvais que dans cet extrait, il y avait un peu tout ce que j'avais essayé de faire dans ce processus de tournage avec des non-professionnels, dans des décors naturels, et en même temps, voilà, pour rejoindre un peu le thème dont vous avez parlé, c'est deux personnes qui ont commis un crime, et voilà, dans les films un peu thriller, films noirs, films policiers, il y a toujours un peu cette scène d'acceptation de la mission, même si là c'est un peu le père qui force le fils à l'entraîner avec lui. Et du coup, c'est une scène qui est importante dans le film, parce que c'était un peu au début du tournage. On avait pris le risque de partir avec des acteurs non professionnels qui viennent de milieux sociaux quand même très, très compliqués, qui ont parfois des addictions et tout ça. Et c'est vrai que là, c'était la première fois. En plus, voilà, je leur donnais pas un dialogue à apprendre, c'était vraiment je leur donnais des points essentiels et c'était à eux de construire. Et c'est vrai que là, c'est la première fois où ils se sont vraiment emparés de l'histoire, qu'ils ont vraiment vécu leur personnage et qui ont proposé des choses que moi, je n'avais pas forcément pensé. Et c'est vrai que ça résumait un peu toute la méthode, de laisser un espace de liberté à des comédiens qui connaissent bien ce sujet, qui connaissent des gens qui sont tombés dans les mêmes engrenages, et être ouvert à l'écoute pour accepter leurs propositions. Et tout ça, voilà, c'est une approche assez documentaire, mais qui reste quand même dans un cadre très, très précis du thriller. Voilà, là, ils ont un cadavre dans le coffre et ils vont essayer d'aller le faire disparaître. C'est le film noir assez classique, mais voilà, avec des acteurs qui proposent beaucoup de leur vécu et de leur expérience pour enrichir le rôle et apporter une authenticité que je recherchais vraiment, quoi. Et c'est vrai que cette séquence-là, c'était un peu la charnière. C'est là où on s'est dit, oui, ils vont y arriver, en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouvais cet extrait intéressant à ce sujet. Oui, c'est la charnière dramatique du film qui va évoluer. Comme dans le film de Yasmine, par rapport à la mère, la fille et puis la jeune femme. Là, c'est la première scène où... Parce que, je ne sais pas si vous avez tous vu le film, hein, mais bon, c'est l'histoire de combat de chiens, de trucage ou de dopage, et entre clans et gangs, et on veut intimider l'un d'eux.
Donc il a pour mission, le père, avec sa vieille voiture pourrie, et son fils, d'embarquer quelqu'un dans le coffre, mais juste pour l'intimider. Et il meurt étouffé en course. Et donc, du coup, celui qui a passé la commande se décharge et dit « débrouillez-vous avec ça ». Et tout le film va être la police, je croyais que tu étais un homme, mais non, je le fais faire moi-même. Le père va s'en occuper. Il y a l'arbi, le pêcheur et tout. Magnifique, enfin, incroyable. Après, c'est lui qui assume, le fils, par rapport à son père. C'est le père qui vient l'aider. Enfin, tout le film est un chassé-croisé à travers un truc très thriller, un peu Rush Hour. Scorsese, 24 heures, une nuit, et avant le jour, et comment se débarrasser avec la terre, la mer, enfin tous les éléments, quoi. Mais là-dessus, mais la question que je me posais, c'est un, c'est la photo, puis deux, le choix des acteurs, parce que quand il y a du genre, il y a aussi des codes de jeu, et tout d'un coup, là, je sens que là, c'est de trouver des visages ou des corps qui ancrent ces personnages dans une réalité et un milieu qui fait qu'on n'a pas besoin de le rendre décoratif, parce que les corps apportent le milieu avec lequel ils sont. Et là-dessus, je trouve l'acteur, le père, absolument génial et formidable, quoi. Oui, c'était tout à fait ça. C'est vrai que quand on choisit des acteurs non professionnels, on sait que le plus important, c'est qu'à travers leur corps, leur visage, il y a tout ce background qui apparaît. Et c'est vrai que moi, pendant le casting, quand j'ai vu le père pour la première fois, tout de suite on devine quelle est sa vie, quelle a été sa vie, les épreuves qu'il a pu endurer, et il suffisait souvent d'un regard pour qu'on ressente les choses et qu'on n'ait pas besoin d'accumuler les dialogues explicatifs. Et c'est vrai que dans cet extrait, il suffit qu'il dise une phrase au fils pour que celui-ci, voilà, alors qu'il a proposé de se sacrifier, alors qu'il a proposé d'endosser seul la responsabilité de ce qu'il venait de commettre, il lui suffit de lui dire cette phrase « Je pensais que tu étais un homme » pour que le fils se sente obligé de se retrouver dans la voiture. Et c'est vrai que c'est toute la première partie du film, on est un peu dans ce côté un peu absurde d'un fils qui est embarqué dans les différents cercles de l'enfer par un père qui lui-même perd pied. Et c'est vrai qu'en travaillant avec ces acteurs-là, comme j'ai dit, oui, ils ont énormément apporté de leurs propres expériences. Et le rapport au père, notamment la déférence qu'a le fils par rapport au père, était bien sûr écrite dans le scénario, mais elle s'est beaucoup accentuée parce que c'était ancré chez Ayoub qui joue le fils. C'est-à-dire, voilà, pendant longtemps, il n'arrivait pas à le regarder dans les yeux. Et il me disait, oui, mais si c'est mon père, je peux. Enfin, vraiment, il y a même une scène où il devait fumer une cigarette, il n'a pas réussi parce que c'était quelque chose qui était très, très fort et qui s'est beaucoup accentué par leurs apports à eux en tant qu'être humain, quoi, en tant que personne. Non, puis ce que j'aime bien dans le film, ce qui est intéressant, c'est vrai que la situation de la bavure et puis du corps et comment s'en débarrasser, on l'a vu, même chez Hitchcock, il a fait un film là-dessus. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi, c'est par rapport au choix de la nuit, c'est-à-dire il y a une image qui est celle soit de Casablanca ou du Maroc au plein jour, on va dans des coulisses d'une réalité qu'on ne connaît pas, et c'est à travers le genre que tout d'un coup on découvre un monde autre, une réalité autre. Est-ce que c'est aussi un choix, une idée, ou je pense que vous avez une petite idée par rapport à ça quand même? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que ce film, il vient beaucoup de mon rapport à la ville de Casablanca, notamment Casablanca la nuit, dans les marges. Vous parliez du court-métrage L'homme au chien, c'est vrai que pendant la préparation de ce film, avec l'équipe, pendant les repérages, on a vu des choses qu'on ne pourrait même pas mettre dans un film, tellement c'est... Là, on parle de genre, mais oui, on a vu, que ce soit dans la violence, dans le burlesque, et il y a une vraie richesse dans les marges de la ville de Casablanca qui est forcément très inspirante. Et c'était aussi un des moteurs, un des désirs que j'avais, c'était d'exploiter ce matériel qui est très riche. Et le fait de tourner la nuit, ça permettait... Voilà, moi, je voulais partir d'un point de vue assez naturaliste, ces deux gars qui sont dans la misère, qui essaient de s'en sortir, qui acceptent un petit boulot. Mais le fait d'être dans la nuit, c'était un peu de pouvoir rentrer progressivement dans le fantastique, dans le mystique, un peu dans l'existentialisme quasiment. Et la nuit permettait ça. La nuit, ça permettait d'avoir ce côté cauchemardesque qui nous permettait d'aller explorer des environnements qui se détachaient un petit peu du naturalisme. J'avais envie aussi d'aller un peu vers le conte et vers
vers voilà, on pensait beaucoup avec le chef opérateur au cercle de l'enfer, où voilà, chaque épreuve nous entraîne de plus en plus dans les abîmes, avec deux damnés qui ne maîtrisent plus leur destin, qui sont un peu écrasés par leurs conditions et par le tragique qui s'accumule. Et du coup, oui, tout à fait, la nuit facilite cette transition-là, d'un point de départ très naturaliste, très réaliste, pour aller vers le fantastique et le mystique. Et avec le chef opérateur, tout le travail sur la lumière, on avait cette idée-là en tête de cette transition-là. Ouais. C'est très, oui, effectivement, je crois comment il s'appelle, celui qui coupe le corps pour l'envoyer au feu. Oui, il dit ça, oui, foutu pour les hommes, foutu pour Dieu. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est amené avec déjà pas le garagiste, la station essence sur le toit. Celui qui aime les poissons, l'arbi finit par rejoindre les poissons. Tel est son destin. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein, je crois, il adore les poissons. Le pauvre, c'est pas prévu, mais voilà. Quoi. Et j'aime beaucoup la fin, parce qu'il y a une autre dimension qui rentre, enfin, il me semble, dans le récit, c'est la question de la toilette du mort, quoi, par rapport au rituel, à la religion, comment ça devient un enjeu dramatique, nouveau. Puis les négociations, le mec qui négocie à la fin, à la morgue, le prix pour découper le corps et tout, enfin, ça devient à la fois sordide et puis c'est des enjeux, enfin, ouais. C'est pas une question en fait. Ouais. Oui, mais pour l'anecdote, le personnage qui coupe le corps s'appelle le fou parce que dans le scénario, parce que c'est une figure du quartier de Bushentuf pour ceux qui connaissent Casablanca. Et par rapport à cette méthode de se servir de l'apport d'acteurs non professionnels, c'est qu'il est arrivé, il a pris ce matériel, il ne voulait plus le lâcher, il était investi. C'est la première fois qu'on a eu peur, nous, en tant qu'équipe, parce qu'on ne le contrôlait plus, et puis il partait vraiment dans un délire, qu'il n'avait pas pris des médicaments, qu'il fallait qu'on le ramène. Et cette phrase-là de fin, foutu pour les hommes, foutu pour Dieu, n'était pas du tout écrite. Il a sorti ça comme ça, parce qu'aussi on l'a mis en condition, et que moi je sentais qu'il se passait quelque chose. Vu qu'on était en toute fin de tournage, je savais que c'était le film, c'était l'énergie du film, et qu'il ne fallait pas appeler la sécurité, il ne fallait pas couper, il ne fallait pas tout arrêter, mais il fallait garder un peu de nos précautions, mais voir ce qu'il allait proposer, quoi. Et la négociation, même, voilà, toutes ces phrases que je ne suis pas menuisier, tout ça venait vraiment de lui. Et cette personne-là, c'est vrai qu'en casting, quand on l'avait pris, il a tout de suite compris l'enjeu. Oui, on m'appelle pour découper un gars, moi j'en ai rien à foutre. Je lui dis, oui, mais tu le ferais vraiment? Il dit, moi j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. Donc il y avait vraiment ce côté-là qui s'inscrit vraiment dans la pure fiction, mais qui est nourri par quelque chose de très brut et de très documentaire. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Mais c'est bien de voir, par rapport à ce que vous dites et la méthode de travail, comment à la fois une méthode de travail par rapport aux comédiens, aux acteurs non professionnels, à partir de ce qu'ils sont et non pas obéir à une sorte de dictature du scénario et du genre, et comment tout d'un coup ça nourrit une manière de revivre un genre de l'intérieur tout en changeant de méthode. Parce que quand on a une idée de genre, on pense scénario, storyboard, tout un cinéma déjà extrêmement là, et tout d'un coup, ça, au contraire, ça vous permet de respirer autrement le cinéma. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Et on le ressent dans le film et dans d'autres films aussi. On va passer à un autre registre. Oui, on peut le dire. Légèrement différent. Ce qui est un burlesque soft, introverti, profond. Et il y a beaucoup de choses à dire là aussi sur le film, mais je crois que tu as choisi l'ouverture. Oui, par défaut, parce que je ne savais pas quoi choisir. Donc, mais c'est une bonne décision, c'est une très bonne décision. J'adore l'ouverture. Je ne savais pas exactement comment allait se dérouler la conversation, du coup je me suis dit, si je prends l'ouverture, je saurais broder, peu importe la question. Quand j'ai vu le film pour la semaine, mais avec, je crois que je ne sais pas si Ava, elle est là, Cahen qui était là aussi, ouais. Et puis Olivier Pélisson, qui sont Ava qui me succède la semaine de la critique, est dans le comité de sélection, et Olivier, je pense qu'il est à côté, je les vois tous les deux, coucou. Mais moi, dès que j'ai vu la première scène et les premiers plans, le film m'a gagné, quoi, il ne m'a jamais lâché après. Donc il y a l'ouverture dans ta contact est très bien aussi. Mais enfin, bon, il y a des, non mais c'est pas pour refaire des compliments. Il y a des films qui démarrent lentement, comme le film de Ford,
Et puis plus, c'est le film Saïd Amish un peu, c'est des strates de millefeuilles. Puis à la fin, wow. Puis d'autres, c'est tac. Et chacun a son rythme, il faut respecter ça. Donc je parle de trop, I talk too much. Besides, you didn't kill Liberty Valance, ça c'est la phrase dans John Ford. Donc on passe l'ouverture. Tu voulais dire autre chose avant? Non, non, non. On voit l'ouverture du miracle de Saint-Inconnu. Donc vous avez vu dans les extraits, il y a toujours des véhicules, hein, camions, voitures. Non, pas le vote, mais dans l'ouverture de votre film, il y a de la voiture. Bien, j'aime beaucoup le début, parce qu'il y a un sens du découpage, au sens découpage des plans, hors champ, contre champ, et découpage temporel, j'adore. J'aime beaucoup quand il descend de la bagnole, et puis il va dans le coffre prendre une pelle, et on ne sait pas pourquoi, puisqu'il a vu ce qu'on va voir après. La colline est belle, mais pas du tout kiarostamienne, ou faussement kiarostamienne. J'aime bien cette idée-là. Et retour voiture et transformation. Et ce qu'on voit juste après, c'est qu'il découvre un village tout neuf, lié à la prospérité, au succès du Saint-Inconnu, qui n'est plus que de l'argent, mais il y a de quoi dire sur qu'est-ce qu'on adore en réalité, enfin, etc. Donc j'aime beaucoup l'ouverture. Ah, le film alors, le burlesque, la comédie, c'est quoi? Pour nous parler d'état du pays, le rapport à la religion et à l'argent, parce qu'il y a quand même ça au début. C'est une tombe qui devient objet de vénération. Je pense qu'il y a deux choses. Un, le burlesque, la comédie, en rapport avec le fond, avec le sujet, où je pense en effet que ça permet d'aborder pas mal de questions qui peuvent être parfois un petit peu sensibles ou délicates, mais avec une légèreté de surface, et ça donne vraiment beaucoup de liberté, ça me donne beaucoup de liberté comme auteur, et ça permet un vrai contact assez facile avec le public. Ça, c'est d'un côté, et puis il y a autre chose, moi je pense que c'est aussi... Le regard que moi j'ai et que je porte, et je pense que ce type de comédie, ce type de situation est un peu quelque chose que je ne suis même pas sûr que c'est quelque chose que j'ai choisi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'arrive, qui me suit. J'ai une anecdote là-dessus. Par exemple, quand on préparait ce film, on est arrivé, moi j'ai trouvé cette colline dont tu parlais, je trouvais magnifique, parce qu'à la fois elle est belle, elle a quelque chose de très cinégénique, mais en même temps ça fait pas cette beauté esthétique qui me permettrait qui ferait un truc trop esthétisé. Donc je trouvais vraiment qu'elle avait quelque chose de très beau. Je voulais cette colline. En dessous, il y avait au pied de la colline, il y avait un village. Je trouvais ça intéressant aussi, donc c'était parfait. Et donc je dis voilà, je veux qu'on construise un mausolée au-dessus de cette colline. Bon, le chef, l'autorité du village, il nous dit hors de question, c'est impossible, vous ne pouvez pas construire sur la colline, encore moins un mausolée. Bon, on le paye un peu, il dit d'accord, vous pouvez construire. On construit le truc et on s'engage à l'enlever, tu vois. On met les marches, les trucs, et puis on se dit voilà, c'est que des feuilles de décor, on va les enlever par après. Avec mon chef-op, Amin Brada, qui est le même chef-op d'ailleurs que sur les notes. Voilà. J'ai oublié de le dire. Il est un très bon chef-op, il a fait la photo de Meute et de ton film. Voilà, exactement. Dans deux registres tout à fait différents. Donc, on était là, en mois d'août, on est en train de préparer. Et donc, les décors étaient déjà montés. Et puis, on se dit, tiens, on va y aller. Bon, mois d'août, super chaud, on est en short, en t-shirt, on a des appareils photo. Bon, moi, je fais touriste, lui, il fait encore plus touriste que moi. On arrive en voiture en bas de la colline. Et là, on trouve 7 ou 8 4x4, 8 gros Toyota comme ça, avec des trucs de tourisme. Et il y avait des touristes allemands dedans, avec un guide qui les faisait monter en haut pour voir le mausolée. Et il leur expliquait l'histoire de ce saint qui a construit le village en bas. Et nous, comme des cons, Amine et moi, comme des cons, on monte en haut et on est là avec nos appareils photo, avec les touristes, et on écoute. Et à un moment donné, il lui file un billet, et je lui file un billet moi aussi. Et il me dit, tu connais l'histoire de ce truc? Il me le dit en anglais. Je dis, yes, I know. Et c'est que des choses comme ça qui nous arrivaient pendant le tournage, avant le tournage, après le tournage, qui arrivent aussi en dehors du tournage. Et donc, c'est ça pour répondre à la question. De ce temps, oui, par rapport à ce sujet, par rapport au fond du film, mais aussi, je pense que c'est un peu le mien, quoi. Moi, je l'ai accepté, j'ai appris à accepter ça. Si ça m'arrivait des choses comme ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut que je me les approprie. C'est drôle c'est très beau que
la situation du film génère une situation qui est propre au film, quoi, enfin, à l'intérieur. Non, ce qui est beau aussi, c'est que l'argent, je m'en tiens à la fiction, hein, au film. L'argent, une tombe, saint inconnu, un peu comme Lourdes, enfin, à petite échelle, mais il y a un village, il y a le tourisme religieux, disons, des gens qui viennent se recueillir, ça crée du dynamisme dans la région, quand à côté, on ne voit pas là, mais on verra à la fin, un autre village en train de s'éteindre, et les gens émigrent et tout, donc il y a quand même dans la fable, il y a un petit conte sur l'évolution du pays, celui à la fin qui, pour des raisons presque politiques, va devenir aux innocents les mains pleines par rapport à l'histoire. Donc il y a quand même le ton de la comédie, la légèreté permet de dire des choses fortes et pertinentes sur, non pas l'état du pays, il ne faut pas être trop général, mais sur des choses, quoi, l'évolution des choses. Oui, oui, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, une des lignes directrices qu'on avait avec le chef-op, c'est que, en fait, quand on parlait du film, moi je lui disais, moi ce qui m'intéresse le plus dans ce film-là, c'est de filmer ce village comme une micro-société qui est un peu tiraillée entre deux choses, quoi, entre deux forces presque antagonistes, une espèce de mode de vie ancestral avec un rapport à la foi qui est très 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 présent et tout, et puis de l'autre côté une espèce de modernité brute qui est en train d'arriver, qui est inévitable, et puis on est en train de filmer ces gens dans ce village, on est en train de filmer tous ces personnages qui sont un peu suspendus entre les deux, entre ciel et terre. D'ailleurs c'était un petit peu ça la ligne directrice du film. D'ailleurs, beaucoup de plans dans le film sont un peu dans cet équilibre-là. On cherche un équilibre entre la proportion que prend le ciel, la proportion que prend la terre au niveau du cadre, et ça nous permettait vraiment d'approcher toute l'esthétique du film. Oui. Sinon, le héros, enfin celui qui planque son butin et qui n'arrive pas à se le réapproprier, accompagné d'un autre personnage, ils sont un peu poissards eux aussi tous les deux. Enfin, c'est différent des deux héros. La Meute, on retrouve aussi cette idée de... Ils ne sont pas très futés ni très malins pour pouvoir reprendre ce qu'ils ont gagné, si je puis dire. Ouais, j'adore les personnages un peu bras cassés. C'est vrai que j'adore beaucoup. Pas que les personnages, même les gens, les bras cassés dans la vraie vie, j'adore. Et donc, oui, pour moi, c'est un peu des personnages, surtout le personnage principal, un peu une espèce de Charlot, quoi, qui traverse énormément de situations, qui est à la base de tout, qui initie toutes les actions, tout ce qui se passe, mais en réalité qui traverse le récit comme il le finit comme il l'a commencé, quoi, qu'il en tire absolument rien. Oui, le ton d'humour, je ne sais pas si c'est juste ou si c'est juste une perception critique ou c'est quelque chose qui vous a traversé. On pense un petit peu à Elia Suleiman, mais en moins caustique, en plus tendre d'une certaine manière. Oui, non. Oui, enfin, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. J'adore son humour, j'adore la comédie visuelle qu'il y a dans ses films. Ça, c'est sûr que de ce côté-là, oui, c'est une des références. Après, il y a aussi pas mal même quand le film est sorti, on nous a appelé Fargo dans le désert. Pardon, comment ? Fargo dans le désert. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conneries. Coris Maki, ouais, merci Ismaël. Ah, oui. Et c'est vrai, moi tous ces cinéastes-là, je les adore, tu vois, mais c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé avec une référence directe. Tiens, on a envie de faire à la manière des frères Cohen, on a envie de faire de l'humour scandinave au Maroc. Jamais pensé à ces choses-là. D'ailleurs, on n'a pas pensé du tout à quel type de film à quel type de film ça ressemblerait. On ne s'est pas du tout posé cette question. On avait vraiment juste envie de faire le film que moi je rêvais, que j'imaginais dans ma tête. C'est tout. Ouais. D'accord. Et la fin est bien quand même. Enfin, vous l'avez vu ou pas ? Oui. Non. Levez la main ceux qui l'ont vu. Non, d'accord. Je respecte la volonté du cinéaste. Je vais pas mais la fin est formidable. D'un point de vue intention politique et résultat et morale de l'histoire, je la trouve assez géniale. Ouais. Bien. On va peut-être passer à Zanka, Contact. Sacré film, hein. Ouh là là. J'ai découvert parce que je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu. Et waouh, les personnages, les situations, la ville, tout. Enfin, il y a un cocktail d'énormément de choses. Hein. Mais on va d'abord voir l'extrait, ça me semble le plus simple. Alors, vous êtes sûr que c'est pas un western ?
C'est pas un film de Kobe. Un peu, mais c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait en fait, parce que c'est pour ceux qui ont vu le film, c'est une petite sortie de route en fait. Donc je me suis dit c'est un peu comme un court métrage en soi. Et puis par rapport au sujet, parce qu'on s'était quand même douté en se voyant tous les quatre qu'on allait parler cinéma de genre. Oui. Je me suis dit, en général, on vous demande de choisir un extrait, on choisit toujours des trucs qu'on a réussi. Moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre un truc que j'ai un peu foiré. Parce que la question de cinéma de genre, c'est aussi une question économique. C'est-à-dire que ça a un coût quoi, de faire des scènes, par exemple, de fusillade ou des choses, disons, d'imagination, du décor. Donc je me suis dit que voilà, on pourrait parler de ça, et je me suis dit tiens, je vais choisir une séquence qu'au lieu de tourner en 21 plans, j'ai dû tourner en 9 parce qu'il y avait le soleil qui se levait et qu'on devait brûler la maison à la fin de la séquence. Donc tout ce que vous avez vu là, en fait, c'était tourné en une seule nuit. C'est en 35. Voilà. Après, en fait, je pense que j'ai aussi choisi ça parce que on parlait un peu méthode là. Oui. Moi, la mienne, donc il y a Yasmine qui changeait beaucoup sur le plateau avec les comédiennes, Kamal qui travaille avec des non-pros. Moi, c'est que des pros, mais c'est des comédiennes et comédiens qui sont d'horizons très très différents. Mais celle qui joue Rajay, elle est comédienne, oui. Elle non. Celle qui joue le rôle principal, Khansa Batman, elle est chanteuse. Il a eu le prix d'interprétation, à Venise d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'était génial. Parce que, oui, pour moi, Khansa, je fais une parenthèse là-dessus, c'était vraiment l'âme du film, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup partie d'elle. Donc en fait, moi, ma méthode, voilà, c'est ça, c'est que ça part des comédiens, des comédiennes, en fait. C'est vraiment, j'écris pour elles, pour eux. C'est même un peu problématique parce que là, par exemple, donc Saïd Bey, il porte son nom, son personnage, je n'ai même pas réussi à lui donner un autre nom. C'est terrible, manque d'imagination. Fatima Atif, c'est vraiment en fait cette séquence-là, par exemple, et tout ce personnage-là. Il y avait, en fait, il y a plein de choses, c'est une hybridation de plein de choses, mais c'est un peu comme vous voyez la musique qu'on entend là. Ouais. C'est un groupe marocain des années 70 qui s'appelle Les Variations. Que tout le monde a un peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque ils ont fait la première partie de Led Zeppelin. C'était un groupe incroyable. J'ai voulu passer ça aussi, je pense, parce que le guitariste, Marc Tobali, il est mort cette année. Et c'était des Marocains qui faisaient dans la musique ce que moi, je pense, je rêvais de faire au cinéma. C'est-à-dire une espèce d'hybridation. Il y a du violon très lyrique, musique arabe. Il y a un rythme d'Erbouka un peu plus berbère. Il y a de la guitare électrique qui est hyper lyrique, hyper premier degré. C'est vraiment. Donc je pense que cette hybridation-là, voilà, c'est vraiment ce que moi j'avais envie de faire. Et donc pour la façon d'écrire, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que j'ai pas mal hybridé de choses qui viennent des comédiens, des comédiennes. Par exemple, c'est Saïd Bey et Fatima Atif qui sont les deux, l'espèce de couple là, qui se retrouvent. En fait, ils étaient ensemble à l'école il y a 25 ans, à l'ISADAC. Et je trouve que quand on les réunit à l'écran, on ressent quelque chose de ça. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, voilà, qui venaient des comédiens. Ils viennent d'horizons très différents. C'est un peu une sorte de Sarah Bernhardt marocaine, quoi. C'est une grande dame de théâtre qui est metteuse en scène aussi, une nana qui a une puissance incroyable. Je me rends compte aussi que c'est évidemment parce que en fait, mon prochain film, je l'écris pour ces deux comédiens-là. Donc c'est aussi pour ça que c'est cet extrait-là. Mais elle a ce truc très ancien dans le regard. On a l'impression qu'elle vous regarde depuis il y a des milliers d'années, quoi, que c'est l'âme du Maroc qui a dans ses yeux. Et puis en même temps, voilà, en face, il y a Saïd qui est une superstar, qui fait beaucoup de télé, qui est très différent. Morad Zawi qui est un peu notre représentant à Hollywood, qui est un acteur beaucoup plus technique et tout ça. Et c'est des acteurs qui n'ont rien à voir entre eux, et c'est un plaisir de les réunir, en fait, de faire cette hybridation-là. Non, parce que pas la différence, mais par rapport aux autres films, on voit plus des références à un cinéma qui a déjà existé et que vous vous rappropriez avec à la fois humour et puis sincérité, c'est-à-dire le décor de western, le bruit des pas sur le plancher, quand elle tient le fusil comme ça en contre-plongée. Enfin, c'est une manière de... Oui. En fait, c'est vraiment tout le mouvement de ce film, c'est ça, c'est de se dire on va faire un grand feu, on va faire un énorme incendie, il y a des choses très très personnelles dedans, c'est-à-dire que Hacker, c'est vraiment un film sur
stress post-traumatique, il y a beaucoup voilà, de visions, de cauchemars dedans qui sont très personnels. C'est tourné dans la maison de ma grand-mère, il y a mes bagues dedans, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a un peu tout ce qui me nourrit, en fait. Il y a cette musique-là. Il y a Liliane Guiche dans La Nuit du Chasseur, et elle a la Yellow... Dans la maison, avec le fusil, ouais. Bien sûr, elle a la Yellow Boy de Winchester de John Wayne. Il y a ce truc de se dire, bon, moi quand j'étais petit et que j'allais dans le sud du Maroc, j'avais vraiment... j'arrivais pas à faire la différence entre les films de Léon qui ont passé, on avait une ferme dans le sud où il y avait une seule cassette, c'était Pour la brute et le truand, on la regardait en boucle, le film dure 4 heures. Donc c'était un peu... voilà. Je voyais pas la différence entre le film et ce que je voyais dehors, en fait. C'était les mêmes gueules, la même puissance, quoi, les paysages et tout ça. Et en fait, voilà, cette hybridation-là, je pense que c'était vraiment l'essence de ce projet, c'est de mélanger tout ça et de faire un grand feu, quoi, grand feu de joie. Ce qui est bien aussi dans la séquence, qu'il y a l'arrivée, les fusils, l'échange des coups de feu, puis il y a la partie dialogue, enfin, si entre Saïd et puis Rokia, pardon. Ouais. Et j'aime bien parce que ça pourrait être parce que je ne sais pas si vous avez, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un peu compliqué, que les poursuivis sont déjà partis, c'est-à-dire c'est le couple initial qui s'est rencontré par hasard, Radjae et Snake Larsen. Il n'y a aucun des personnages principaux dans cette scène. Non, c'est ça, voilà. Et les poursuivants, c'est Bazooka, qui porte bien son nom, et qui est l'homme de main de Bien-Né, client, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et Saïd, qui est plus ou moins le proxénète protecteur de Radjae, qui veut la récupérer. Mais j'aime bien la scène quand ils discutent tous les deux. Comment va Abderrahman? Il ne va pas bien, parce qu'on l'a vu auparavant. Voilà. Et quand on lui dit est-ce que je suis l'histoire de est-ce que ton père est ton père, est-ce que mon fils est mon fils et tout, je lui dis c'est les années 80, donc j'aime bien cette réplique. Enfin, ça apporte une petite touche d'humour tout en étant un peu. Voilà. Ouais, complètement. Mais en fait, c'est vraiment tous ces éléments-là. Il y avait aussi voilà, l'humour des prostituées, qui est un truc. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant de parler de cette personnage-là. C'est une repentie, c'est une ancienne prostituée, personnage principal du film aussi. Et il y a une très grande violence, mais il y a aussi une très grande détermination et un humour qui est très particulier. En fait, là, voilà, dans les autres éléments, il y a le fait que c'est un film punk, quoi. Donc ça veut dire qu'on fait un film avec... Comment on fait du punk? On le fait avec tout ce que le bon goût rejette. Donc en faisant ce film-là, on le fait avec un peu tout ce que la société marocaine rejette. C'est-à-dire qu'il y a des putes, des macs, des drogués, c'est un peu voilà, des serpents. Beaucoup de serpents. C'est beaucoup de serpents. Cimetière. Mais c'est prendre ces choses-là et de les retourner, en fait, d'en faire des symboles positifs, d'en montrer la puissance. Voilà, c'est cette figure de sorcière dans cette maison isolée, mais qui a cette force, cette protection aussi vis-à-vis de ces autres personnages qui, en fait, vont peut-être pouvoir vivre l'histoire d'amour que ces deux-là n'ont pas pu vivre. Et puis cette idée, au départ, c'est un film qui se passe, là ça se voit pas, mais ça se passe beaucoup à Casa. Et c'est un peu une lettre d'amour-haine à Casa ou au Maroc, c'est-à-dire que c'est cette espèce de mélange, quoi. C'est-à-dire que comme un film complètement déjanté, un film dont on aurait plusieurs genres, on aurait mélangé les bobines, et puis on passe une scène de western où on rigole, et puis en fait il y a quelqu'un qui meurt vraiment, et à une scène de comédie romantique. Enfin, c'est vraiment ouais, voilà, un pur acte d'amour de cinéma, où en fait la question du genre, de la multiplicité des genres, ne se pose pas vraiment, parce qu'en fait c'est vraiment une hybridation, je pense, que je recherche. Oui, et puis je suppose qu'on a dû vous dire plein de fois que c'était un film tarantinien. Ça vous fait plaisir ou ça vous agace? Bien sûr, ça me fait plaisir. C'est un mec qui m'a élevé, Tarantino. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que pour moi, Tarantino, s'il m'a plu quand j'étais ado, c'est parce que j'y reconnaissais beaucoup le mélange de violence, de lyrisme, de tendresse de Kazan. C'est-à-dire ce côté où quelqu'un qui tend la main vers vous, vous ne savez pas s'il va vous mettre une baffe ou s'il va vous faire une caresse, quoi. Et pour moi, vraiment, ouais, cet humour aussi dont la chute, on ne sait pas si ça va être un coup de poing ou si ça vous fait rire, c'est très marocain, quoi. Et ouais, Tarantino ou Lil Blood, quoi. C'est un mec... Juste
Avant de vous donner la parole, j'aimerais bien entendre chacun par rapport à un peu cette réflexion générale. Si on dit, tiens, vous êtes là parce que tout d'un coup, il y a une nouvelle génération du cinéma marocain qui s'approprie le cinéma différemment, via le genre ou via d'autres voies. Et comment est-ce que, si on vous dit ça, comment est-ce que vous réagissez à ça et comment vous voyez, vous, par rapport à ce qu'est le cinéma marocain aujourd'hui, ce que vous avez envie d'apporter ou la place où vous avez envie d'être? Est-ce que vous pouvez me parler de ça chacun à votre tour? Et après, on passera la parole à la salle. Oui. Non, moi je pense que probablement, enfin, en tout cas c'est mon cas, mais probablement c'est un peu le cas des autres. Je pense qu'on a, au fond, on avait juste envie de faire les films qui nous ont manqué autant que spectateurs. Qui vous ont manqué. Qui nous ont manqué autant que spectateurs. Donc on avait envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus varié. Enfin, moi je sais que dès que je commençais à m'intéresser au cinéma, je commençais à regarder énormément de films. Et par rapport au cinéma marocain ou au cinéma même du monde arabe, il y avait quand même une dominance du drame social, réaliste, et avec des thématiques souvent qui revenaient, qui étaient un peu les mêmes, un traitement un peu qui se ressemblait. Et je pense qu'on avait un peu envie de faire des films qu'on avait envie de regarder, chacun dans son genre, avec sa sensibilité, avec ses qualités, avec ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et moi, je pense que c'est surtout ça. Enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, c'était surtout ça. C'était pas la réflexion n'allait pas au-delà de ça. Yasmine? Non, mais je rejoins complètement ce que dit Alain. Et finalement, enfin, je tiens à dire quand même que moi, je suis très, très, très heureuse que tout ça existe. Et ce sont des films que j'aime. Et je suis très heureuse de faire partie de cette génération. On se connaît tous. Il y en a qu'on connaît très, très bien, d'autres moins. Mais je pense qu'il y a une bienveillance entre nous. Et je crois qu'il y a une volonté commune, en effet, de faire, pas quelque part, de faire passer le cinéma avant le sujet, quoi. Où c'est vrai qu'il y a quelque chose de très occidental, de quoi, qu'est-ce que vous voulez, enfin, c'est quelque chose qu'on nous posait aussi, qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Avant même qu'on commence à parler du film, je me dis, mais attends 2 secondes, Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on poserait comme question à un cinéaste occidental, en vrai. Ouais. Et donc voilà, et juste dire que c'est très, très, très enthousiasmant et joyeux et sympa. Vas-y, Ismaël. Oui, c'est vrai, c'est super cool. J'étais en train de penser à ça. C'est super. Je ressens exactement la même chose, sauf qu'en plus, sincèrement, il y a quelque chose de politique, comme tu le disais. Il y a quelque chose de politique à dire je suis cinéaste marocain, et j'ai droit au mythe, quoi. J'ai droit au mythe, j'ai droit au style, j'ai droit à l'imagination, j'ai le droit. Je sais pas, moi je pense que ça fait écho à un truc. Moi en fait j'ai découvert que j'étais un arabe à la Fémis, quoi. Je suis arrivé pour faire la Fémis à Paris et on me dit exactement qu'est-ce que tu veux dénoncer. On n'est pas là pour faire des tracts, sinon on fait des tracts. Et je me rendais compte que oui, tout le monde pouvait parler de sa propre petite folie, quoi, qui fait que ça vous amène à brûler des années de votre vie, à faire ce genre de dinguerie que vous venez de voir. Hein. Il faut être un peu fou, et tout le monde avait droit à la folie, puis moi j'ai l'impression de ne pas trop y avoir droit. Hein. Donc je trouve ça super que ce soit un droit qu'on prenne ensemble, parce qu'effectivement oui, je pense que c'est politique, et je pense que le fait d'arriver en école et avec effectivement une bienveillance entre nous, on regarde les films les uns des autres, il y a vraiment quelque chose, ça se complète plutôt, je trouve. Je trouve que voilà, il y a vraiment le message politique, en tout cas la revendication politique, elle est là-dedans. Le droit de rêver. Qui est-ce qui a le droit de rêver? C'est important quand même, parce que sinon on rêve à votre place, quoi. Non, mais je pense que tout a été dit, très bien, et je partage beaucoup ça. Et ce que je peux rajouter, c'est que c'est vrai que je pense un point commun de ces 4 films, c'est que c'est des coproductions internationales, et que souvent au Maroc, on nous dit, mais est-ce qu'ils vous ont forcé à rajouter des choses ou à mettre des thématiques
Et c'est vrai que c'est un risque aussi de vouloir plaire seulement au nord, enfin, parler du sud, mais avec un cliché un peu orientaliste de montrer seulement les problèmes, les dénonciations, etc. Et je pense que pour être le plus universel possible, il faut être le plus authentique et le plus sincère. C'est-à-dire partir de vraiment une réalité, essayer de construire quelque chose avec notre regard, notre sensibilité, sans chercher à plaire à certains regards parce qu'ils ont un financement à la clé. Il y a vraiment un enjeu comme ça qui me semble très important, parce que pour moi, c'est la seule façon de faire des films universels et authentiques, quoi. Du coup, je pense que les 4 films qu'on a réalisés ont tous cette volonté-là d'universel, mais tout en étant fortement ancré dans une réalité et d'une sincérité ici au Maroc, quoi. Bon, c'est à la fois très juste et très important ce que vous avez dit tous les 4, c'est-à-dire qu'effectivement, de point de vue du mien ou d'autres, on va avoir certaine condescendance où on peut attendre d'un film français ou d'un film américain tout, mais qu'on attend certaines choses qui est une sorte de devoir social, etc. Et cette façon de s'approprier le genre, c'est une manière de s'approprier une liberté dans l'expression cinématographique par rapport à tout ce que vous avez envie de dire. Et ça fait du bien, y compris pour nous, ça je veux le dire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un temps où Cinéma d'Afrique, etc., ils faisaient les films qui allaient plaire parce que c'est l'image qu'on avait d'eux. Et vous nous offrez une image qui n'est pas celle qu'on attend, mais qui est aussi celle que vous avez envie de nous montrer. On a envie de la recevoir aussi. Donc vous nous faites beaucoup de bien aussi en tant que spectateur par rapport au cinéma que vous faites. Bien, maintenant, place au public. Vous pouvez avoir différentes questions. Une question générale et chacun pourra se l'approprier selon la question, ou alors des questions adressées plus ou moins à une personne ou à un réalisateur, un cinéaste en particulier. À vous de jouer. Les mains se lèvent. Vont-elles se lever? Oui, là-bas. Belle salle, hein? Bonjour et merci pour cette rencontre. Moi, ce que je voulais poser comme question aux 4 jeunes cinéastes, c'est pourquoi le Maroc? Pourquoi tourner au Maroc? Pourquoi les acteurs marocains? Et je pose la question du fait, je connais assez bien Smaïl et Yasmine, et donc je sais qu'ils ont vécu au Maroc autant qu'en France. Et est-ce que, voilà, cette question de tourner au Maroc, Ismaël disait le droit de rêver, mais est-ce qu'on rêve qu'au Maroc aussi? C'est mes questions. Et il y a aussi l'histoire de Casa. Casa, sans les bas-fonds, ne semble pas exister, autrement qu'avec ces bas-fonds. Et finalement, tous les 4, vous avez quand même choisi des thèmes avec des personnages un peu, hors cadre, d'une manière globale. Merci. Je vais juste mettre dans le contexte cette question. Je suis d'accord. Il y a un contexte. C'est la maman de Yasmine Benkiran. Voilà. C'est-à-dire qu'avec cette information en plus, vous comprenez notre réaction. Et moi, je pense que c'est à Yasmine de répondre à cette question. Alors, c'est ce qu'on appelle des copains. Hein? Vraiment. Je suis toujours là pour ça. Je me suis empêché de la faire. Voilà. Moi, j'ai pas ce frein-là. J'essaie de le développer, mais... C'est sympa. Pour répondre sur la question du Maroc, c'est marrant parce qu'on me posait... Enfin, mon mec me dit souvent, mais fais des films en France, gagne de l'argent, on passe dans un truc simple, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu te fais chier, allez... Et en fait, je crois que je n'y arrive... Enfin, je sais pas que je n'y arrive pas, c'est que j'en ai pas le désir. Et je parle pour moi, mais... j'ai grandi là, peut-être qu'il y a quelque chose, on en discutait la dernière fois, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez relié à l'enfance, et mon imaginaire est marocain. Voilà, là je pars sur des films, je pars sur un film fantastique, et il y a quelque chose qui est très 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 ancré ici, et c'est les images qui s'imposent, c'est les imaginaires qui s'imposent, et je ne sais pas faire autrement. Je pourrais la reprendre quasiment à l'identique. Moi, c'est plutôt mon adolescence
En fait, on est resté bloqué, tu vois. Moi, c'est plutôt à l'adolescence, et Smith plutôt dans l'enfance, mais voilà, on est keblo à ce moment. Mais c'est, ouais, il y a chacun, je sais pas, je pense que c'est ma terre de fiction, quoi. C'est à l'endroit où mon imaginaire se développe, où en fait les enjeux, le monde me semble plus réel au Maroc que partout ailleurs dans le monde. Voilà. Ah oui, moi aussi, si vous voulez. Tu crois quoi? Non, mais moi je ne sais pas dans le futur, tu vois. Ça se trouve, un jour, j'aurais envie de faire un film qui se déroulerait ailleurs, qui aurait peut-être rien de marocain, si ce n'est moi, mon regard, ma sensibilité. Mais pour le moment, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris, il y a des choses qui... ce qui fait que j'ai un début de film, ou que j'ai un projet de film, ou que j'ai une envie de cinéma, c'est souvent aussi des souvenirs d'enfance. Des fois des souvenirs, des choses visuelles, enfin, un lieu, un personnage, un membre de la famille, quelque chose que quelqu'un m'a dit, quelque chose comme ça qui remonte à l'enfance. Mais souvent même, c'est juste des sensations, des émotions, des sensations, quelque chose que j'ai ressenti à un moment donné, en étant quelque part à un jeune âge. Ça part toujours comme ça commence comme ça chez moi. Donc pour le moment, oui, les films que j'ai envie de faire sont au Maroc, mais je ne sais pas, pour le futur, ça pourrait... J'avais essayé en Belgique, ceci dit, quand j'habitais en Belgique, j'avais essayé, mais voilà, c'est moins drôle, enfin, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle, tout à coup. Bah, ici, il y a aussi ce truc, alors moi je suis un peu plus... je suis assez maniaque quand je fais le film, donc je prépare énormément, j'ai envie que tout se passe comme prévu. Et bien évidemment, au Maroc, ça ne se passe jamais comme prévu. Et j'adore ça. J'adore ça. Ça fait que je suis toujours challengé. Et je pense que si je fais le film tel que je l'ai pensé, tel que je l'ai préparé, il serait vraiment nul. Mais le fait que rien ne se produit comme c'est prévu, ça me pousse à changer des choses et tout, et à paniquer, à me dire non, il faut pas ça, il faut ça, il faut pas ça, il faut ça. Et c'est comme ça qu'en fait, je pense que je fonctionne le mieux. Alors qu'en Belgique, souvent, oui, il y a des imprévus, mais beaucoup, beaucoup moins drôles que les imprévus au Maroc. Monsieur, il lève la main. Et ensuite vous, monsieur, puis après vous. Ah oui, bien sûr, je peux me lever. Bonjour à tous. Et je vous connais tous là. Et félicitations pour vos films, bien évidemment. Moi, j'ai deux questions très rapides, une plus un peu technique sur l'écriture de scénario. Comment ça s'est passé? Vous avez écrit vos propres films, bien sûr. Est-ce que vous avez participé à des ateliers d'écriture? Quels ont été les retours avec les gens que vous avez pu rencontrer, qui vous ont aidé dans l'écriture de vos scénarios? C'est une question qui, comme je suis là avec mes élèves, qui peut aussi beaucoup les intéresser. Puis j'ai une deuxième question, ce sont vos premiers films. On sait la difficulté de réaliser un premier film, mais il paraît que plus difficile encore, c'est de réaliser son deuxième. Je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Et, oui. Et où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Merci. Alors, je pense que Smaïl a envie de répondre. Bonjour. Oui, effectivement, moi j'ai écrit mon scénario tout seul. On a participé aux ateliers de l'Atlas, notamment, à d'autres ateliers. Et après, c'est vrai que quand on écrit un scénario, qu'il faut le financer, on passe par des dizaines de commissions, on a beaucoup d'avis. Du coup, c'est très important d'être très solide, parce qu'on peut très vite être submergé par des avis des fois très pertinents, mais qui ne correspondent pas au cœur de votre projet, à votre désir le plus profond. Et aussi, comme on a dit, souvent, quand on fait un film au Maroc en marocain, il y a les partenaires internationaux ont souvent besoin de mettre dans des cases. On a parlé tout à l'heure de Cohen. Est-ce que c'est Cohen ou est-ce que c'est les Kaurismäki? Est-ce que c'est Pusher Et du coup, je pense que c'est important d'avoir la ténacité de dire c'est un film qui se passe à Casablanca, ça va changer, il y a une approche, enfin de tenir malgré cette accumulation d'avis et d'envie de mettre un projet dans une case très, très lisible, quoi. Et pour la deuxième question, pour le second film, moi je pense que personnellement j'ai énormément appris sur un premier long métrage, et dès que le tournage était terminé, j'avais envie de m'y remettre, tellement toutes les erreurs qui ont été faites, toutes les choses qui ont marché et que j'avais envie encore d'explorer. Pour moi, il y a forcément une pression, surtout quand le film a un certain
a eu un certain succès dans les festivals, etc. Il y a une certaine attente. Mais pour mon cas personnel, tout ce que j'ai emmagasiné d'expérience durant le tournage, le montage et toute la post-production du film, ça m'a donné envie d'y aller très vite. Donc là, je suis en écriture et j'espère que je pourrai retourner bientôt. Non? Ah, oui. Tu veux pas parler de ça? On passe à une question. Tout le monde se tourne vers moi quand ils ne veulent pas répondre aux questions. Je vais parler de scénario. Je suis scénariste avant d'être réalisatrice. Et moi, je crois beaucoup au travail collectif. En scénario, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent plutôt faire des premiers jets tout seul ou réfléchir à deux. Alors, je parle pour mon cas personnel, j'ai développé le scénario de mon film dans l'atelier, ça s'appelle l'atelier scénario de la FEMIS, et c'est un an où on développe ensemble, où il y a beaucoup, on s'enrichit aussi, il y a beaucoup de retours. Je crois beaucoup aux retours, parce que je le vois, parce que je suis beaucoup consultante, il y a souvent des envies très 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 fortes, des intentions extrêmement fortes, et derrière, quand on lit le scénario, on ne retrouve pas les intentions, il y a presque parfois du manque de technique, bêtement. Et moi, je crois beaucoup au travail collectif, de faire lire, d'avoir des retours, d'avancer. Et personnellement, j'aime écrire à plusieurs. Et là, j'écris mon deuxième long avec une co-scénariste. Et je trouve que c'est très enthousiasmant. Et pour rebondir sur ce que disait Kamal, donc je suis scénariste d'abord, avant de passer à la mise en scène. Et c'est vrai que là, pour le prochain, du coup, j'ai pensé la mise en scène presque avant le scénario, quoi. Et je pense que c'est l'expérience du premier long, du plateau, parce que les cours, finalement, c'est quand même pas la même chose, c'est des périodes très courtes. Être aussi longtemps avec une équipe, voir ce qui marche pas, même en termes de dispositif, à tel moment, on s'est dit, ce sera une scène de comédien, ça n'a pas marché, pourquoi ? On s'est dit, cette scène sera nickel, ce ne sera pas du tout improvisé. Et au contraire, il y a des choses qui sont sorties. Essayer de comprendre. Et aussi essayer de réfléchir, enfin, pour mon cas, beaucoup plus la mise en scène et le dispositif en amont de l'écriture. Voilà. Monsieur, oui. Le micro, peut-être, s'il arrive. Il était là-haut, pardon. Ok. Il avait demandé, puis après. Si ça vous dérange pas, je vais poser mon question en anglais. My question is about audience. It seems like a theme of your thoughts are about audience, Yasmin, Orientalist cliches, Kamal, and talking about your own madness, Ismail. How do the pressures of funders and distributors to approach certain topics change the stories that artists can make in the ways that they can make them in Morocco? So the thing is, we can't really talk for other artists, but for us, I think it's exactly what we said, something that we resist. But we resist it from a place that's very personal and very deep inside ourselves. It's our desire for cinema. I think it only reinforces that you won't cave to any demands or any views about the country that you were supposed to give. I think, yeah, it places us kind of in a place of resistance. Et moi, il y a une espèce de paradoxe que j'arrive pas encore à m'expliquer en termes de marché, vraiment, c'est que finalement, des films sociaux qui sont a priori moins audience-friendly font 10 000 fois plus d'entrées que des films. Je pense que les 4 films sont finalement assez ouverts vers le public. Et je me demande si, je crois, c'est mon interprétation, je ne sais pas, mais je me demande si c'est pas encore des attentes et de la culture, de ce qu'on attend du cinéma arabe.
Où ça? Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Zekia Tahiri, je suis cinéaste, je suis ravie de vous voir et de vous entendre. J'espère que je n'ai pas raté quelque chose avant d'arriver, mais en tout cas, j'avais envie de vous poser une question. Qu'est-ce que le cinéma marocain vous apporte? Qu'est-ce que vos ancêtres, les vieux cinéastes, les films magnifiques, je parle de Badis, je parle de à Casablanca, les anges ne volent pas, je parle de films de Djellali Ferhati, je parle qui sont des grands cinéastes marocains qui ont laissé leurs traces. Et quand je vous écoute, je suis un peu triste que jamais on ne cite ces références-là. On parle de Tarantino, on parle de tout. Vous venez tourner au Maroc, c'est génial, mais qu'est-ce que ces cinéastes-là ont laissé dans votre mémoire collective, dans votre travail, dans votre imaginaire? Merci. Ouais, je peux prendre celle-là. En fait, ça dépend du contexte de la conversation, parce que c'est vrai qu'avec Smaïl et Yasmine, il y avait aussi Asma Al-Moudir, il y avait Saïd Hamish, il y avait d'autres collègues aussi avec qui on a eu un autre panel il n'y a pas longtemps là, à Montpellier, et on a énormément parlé de ça, on a parlé de cette nouvelle génération de cinéastes marocains, et on a été assez clair et sincère là-dessus. C'est que nous, on ne s'est jamais positionné aucunement dans une sorte de rupture par rapport aux générations précédentes. D'ailleurs, on s'entend très bien avec d'autres cinéastes qui appartiennent à d'autres générations. Fawzi Ben Saïdi, par exemple, est un grand ami à nous tous. Ahmed Manouni, moi, c'est quelqu'un que j'adore. J'adore Trans, Liam Aliam, ces deux films phares que j'aime beaucoup. Je suis très proche de lui. Et plein d'autres cinéastes aussi, de qui nous sommes très proches, avec qui nous entretenons de très bons rapports. Donc après, ça dépend vraiment du contexte de la conversation. Mais on n'est absolument pas du tout en rupture par rapport à ça, ni dans un cinéma qui n'a de référence que des cinéastes étrangers. Enfin, c'est pas, il me semble pas du tout que, en tout cas, c'est pas mon cas. Je sais que c'est pas le cas de mes amis ici présents. Une autre question? Oui, pardon, allez-y. Il y a une fille là-bas qui cherche à poser une question. Ah bon, j'ai pas vu. Qui? Elle a même pensé qu'on lui avait donné la parole, donc elle a commencé à parler, en fait. Et puis elle s'est cachée derrière la personne. Merci, je note. Merci, c'est pas... Moi, je suis en chambre, il faut que je plus parler. C'est un peu une continuation de cette question ici, puis aussi de la première question. J'ai été très émue quand vous avez dit mon imaginaire est marocain, et aussi quand vous avez dit peut-être que pour Yasmine, ça a commencé en enfance, pour Ismaël, en adolescence. Pour moi, c'est la naissance, et j'ai quitté le Maroc en tant que bébé. Mais j'ai retrouvé ce rapprochement avec le Maroc en regardant ces films des cinéastes marocains des années 60 et 70, qui ont réclamé cette nationalité marocaine et cette indépendance à travers le cinéma. Est-ce que vous sentez cette responsabilité ou bien ce désir aussi de réclamer cette identité marocaine et d'utiliser le cinéma en tant qu'outil pour revenir au Maroc et pour réclamer un peu notre propre identité? La question. Vous me regardez. Moi, le Maroc, moi, j'y suis. Je ne l'ai pas quitté pour y revenir, donc je n'ai pas besoin d'outils pour y revenir. Mais moi, je réclame rien du tout. Moi, je réclame juste ma liberté de faire les films que je veux, en réalité. C'est juste la seule chose que je réclame, c'est de ne me mettre dans aucune case et de ne pas me mettre aucune attente ni d'un côté ni de l'autre. C'est la seule chose que je réclame. J'ai envie d'être vu comme un cinéaste, comme un artiste libre, qui a la liberté de faire les films qu'il a envie de faire et qu'on puisse juger, regarder, apprécier ou détester ces films autant qu'artiste, pas autant qu'artiste venant d'eux. C'est la seule chose que je réclame réellement. Oui, juste pour... C'est pas moi de répondre, mais juste dire une chose quand même. C'est que, bien sûr que les générations sont importantes. Moi, quand j'ai commencé, j'ai vu les premiers films marocains à Paris quand j'étais étudiant, c'était les Moumen Smi. Moumen Smi, El Chergui, ou Silence violent, qui était magnifique, ou 44, ou Les récits de la nuit.
Puis le premier film que j'ai critiqué du Maroc, c'était le film de Djilali Ferrati, Les poupées de roseau, qui était à la quinzaine en 81. Et Danet m'avait dit un jour, il y a quelqu'un au Maroc qui t'aime beaucoup. Ah bon? Qui ça? Ben oui, c'est le cinéaste. Il récitait par cœur ce que j'avais écrit sur son film. J'ai vu que c'était important d'écrire. Je ne sais pas ce que vous en avez parlé. C'est-à-dire que ce qu'on attend aussi en tant que programmateur et critique, c'est que dans une cinématographie, il y a de nouvelles générations qui arrivent, mais qui ne sont pas la copie conforme de ce que les autres ont fait, qui s'approprient le cinéma avec leurs propres désirs, et comment, non pas ils viennent en rupture ou en amnésie de ce qui a précédé, mais avec un désir de nous emmener ailleurs. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans la semaine, et des cinématographies où on sent que depuis 10 ans, j'ai toujours vu le même cinéma et le même type de cinéma, parce que c'est un modèle qui marche et qui se répète. Au Maroc, je sens que ça vit, parce que ça part dans plein de directions, et ce n'est pas pour autant que ces cinéastes-là sont amnésiques, loin de là. Au contraire, ça veut dire même qu'ils ont la mémoire de ce cinéma-là, et ils ont envie de l'emmener dans de nouvelles directions, de s'approprier de manière singulière, et c'est extrêmement important en tant que, je vois que Ava hoche avec moi, c'est très important en tant que programmateur et en tant que critique, c'est ce qu'on attend aussi d'une cinématographie, c'est qu'elle sait se renouveler avec ces nouvelles générations, et ce n'est pas pour autant qu'elle renie ou oublie ce qui s'est passé, bien au contraire. À vous là-bas, à vous. Bonjour. Désolée, hein, ça fait longtemps que je cherche la parole, mais ça se trouve ma question est nulle. Déjà, merci pour vos échanges, vos retours et tout, c'est super intéressant. Et en fait, ma question, elle rejoint un peu ce que Monsieur Tesson a dit. D'ailleurs, j'adore vos critiques. C'est pour vous dire, est-ce que vous pensez, vu que vous restez au Maroc pour ce cinéma que vous faites, et qui est vraiment génial d'ailleurs, vous pensez l'importer à l'étranger et montrer juste qu'en fait, on n'est pas juste des gens qui veulent faire des films misérabilistes et qu'on a d'autres visions, qu'on veut aussi faire rêver les gens et que ça peut devenir, peut-être pas Hollywood, vous voyez, mais un truc vraiment... une marque de fabrique, de juste dire que oui, peut-être qu'on est maghrébin, mais qu'on peut faire des films différents et qu'on n'est pas tout le temps obligé de dénoncer les mêmes choses. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais voilà. Il me semble que, tu sais, on a le passeport vert, quoi. Quoi que tu fasses, tu feras un truc de marocain, tu vois ce que je veux dire. T'as pas besoin. Mais bon, moi, je pense que justement, l'hybridation, c'est un truc hyper marocain. Qu'on est un pays de carrefour. Que tu vois, on est placé déjà rien que géographiquement où on est. T'as l'Afrique, le monde arabe, on va dire, l'Europe. On est un blender, quoi. Tu vois, on fait des smoothies, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que ça marche. Tu vois. Donc je pense que voilà, moi le Maroc que j'ai voulu raconter, c'est le whisky dans les verres de thé à la menthe. Bon, chacun, et chacune, c'est une vision différente. Le seul truc qui est totalement commun, bien sûr, c'est des films marocains, vu que c'est des films faits par des Marocains. Donc peu importe si on va tourner, il va faire un film de Marocains en Norvège, pourquoi pas, au lieu de faire un film du cinéma scandinave au Maroc, comme on lui dit. Ça peut très bien arriver. Ça pourrait arriver. Oui, pourquoi pas. Des gants. Bonjour, merci beaucoup pour l'échange, c'était super intéressant. Moi j'ai une question par rapport à la production et la distribution aussi, mais bon déjà la production. Je sais qu'ici au Maroc c'est un petit peu difficile de trouver des producteurs ou des productrices. Je voulais savoir comment vous y êtes arrivés et quels sont, je sais pas, vos conseils ou alors vos espérances pour pour former ou pour avoir de futurs producteurs et productrices ici au Maroc. Ouais. Alès s'occupe du département cinéma à l'ESSAV, donc du coup il est... D'ailleurs il est producteur aussi. Elle me connaît, elle est lauréate de l'ESSAV. Donc,
attends, dans la question, il y avait deux volets, j'ai l'impression, un peu comment ça se passe, c'est-à-dire comment nous on fait pour trouver des producteurs, des distributeurs, et puis qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait d'autres, non? C'est un peu ça. Ouais. Je pense que, en réalité, l'émergence de cette nouvelle génération de cinéastes qui font des films très 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 différents les uns des autres, et puis qui arrivent aussi à s'insérer surtout dans un contexte de coproduction internationale, elle est due à la fois au fait que voilà, il y a tous ces auteurs-là qui existent, mais aussi au fait que il y a des chefs-op comme Amin, il y a des producteurs on peut qui sont citer là. Saïd Hamish qui est dans la salle. On l'a vu. Ouais. Réalisateur et producteur, La mer au loin, un très beau film, Voilà, très bon producteur. Je ne sais pas si Saïd est là. Je crois que son nom est dans plusieurs films. Il a produit Kamal, le film. Et Yasmine. Ouais, il a coproduit mon film et il a produit en délégué ceux de Kamal et Ismaël. Voilà, moi, il y a Francesca qui est là-bas, qui a produit le mien. Il y a d'autres producteurs qui arrivent aussi. Et c'est quelque chose d'essentiel. Les auteurs sont peut-être les plus visibles, souvent, c'est les plus visibles, les réalisateurs. Mais derrière les réalisateurs, il y a toute une équipe derrière qui fait que ces films-là puissent se faire dans des conditions qui leur permettent d'être bien faits et puis de pouvoir voyager. Après, la question de la distribution est différente pour moi. Il y a deux volets dans cette question-là de la distribution au Maroc et la vente internationale, la distribution à l'étranger. Je pense que tous ces films-là, je ne connais pas en effet la vie des films après les festivals et tout, mais en tout cas ils ont bien circulé en festival, mais en dehors des festivals il y a eu sûrement des ventes, des sorties en salle dans plusieurs pays. Moi pour le mien en tout cas, voilà, j'étais très très content de ce point de vue-là parce que le film a pu être vu. Maintenant il y a aussi des plateformes de streaming, Netflix ou autres, qui diffusent aussi des films marocains. La distribution au Maroc est un peu plus compliquée. Je pense que si vous prenez les 4 films, vous les mettez ensemble, en termes de nombre d'entrées, ça reste quand même quelque chose de très symbolique. Non ? Ouais. Voilà. On verra les chiffres. Mais en tout cas, c'est un peu... moi, mon expérience, personne après, peut-être chacun pourra raconter la sienne, la distribution au Maroc est très compliquée. Vraiment, elle était très, très, très difficile. Il n'y a pas eu un vrai travail pour préparer la sortie du film, pour aller chercher du public, communiquer sur le film. Je comparais à ce qui se faisait lors de la sortie française ou la sortie suisse ou d'autres sorties. C'est vraiment différent, quoi. Il n'y a pas eu ce travail-là. Après, pour la formation, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites à différents endroits, que ce soit dans les écoles de cinéma, ici, le festival aussi qui fait un énorme travail avec les ateliers de l'Atlas, et ça va venir, tu vois, ça va venir. Il faut un peu plus de temps, mais ça viendra. Moi, je vais apporter un petit contrepoint parce que j'ai une expérience différente pour le coup sur la sortie Maroc. Je remercie vraiment le festival qui a lancé le film très fort et qui a fait tout un travail Ils ont fait des tournées des universités et des lycées en montrant la bande-annonce du film et déjà il y avait un certain engouement. Rémi Bonhomme m'a appelé pour me dire ça réagit fort. Et derrière, mon film a été fait bien après, il y a 5 ans. Peut-être que je me dis que le festival aujourd'hui a vraiment permis aussi d'accéder à un certain public parce qu'il y a eu quelque chose de très 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 populaire dans les projections ici à Marrakech. Moi, c'était ma première. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur les marches, les gens rigolaient, applaudissaient, mais pendant la projection, aux blagues, il y avait quelque chose de très très joyeux et je l'ai retrouvé beaucoup dans la tournée d'avant-première qui a été faite. Et en salle, après les chiffres, attention, c'est pas extraordinaire, mais pour le Maroc et pour le réseau de salles qu'on a, et comparativement à la France, c'est pas si mal. Et ouais, je me dis qu'il y a vraiment un travail. Il y a toujours le problème du prix, de l'accès au cinéma en France et au Maroc. Et partout dans le monde, c'est quelque chose qui continue à coûter cher. Mais sur des projections gratuites où la communication a été bien faite, et moi, c'était full. Et c'est très, très, très enthousiasmant. Et aussi de voir des gens qui, je m'en suis rendu compte sur le réseau d'avant-première, qui viennent, qui reviennent, qui reviennent. Et se dire que oui, ces films touchent des gens qui ne sont pas, parce que des étudiants de cinéma qui viennent et reviennent, oui, mais des étudiants en médecine, des étudiants en droit, qui reviennent voir un film parce qu'il les a touchés et réussir à aller chercher ce public-là avec un cinéma qui s'adresse à eux
aussi, et ben c'est aussi le challenge. Une dernière question peut-être. Donc, pensez à la pression de la dernière question. Non, je blague. Bonjour, merci pour cette conversation, c'était très intéressant. Je voulais revenir sur le processus d'écriture et plus précisément la question de la structure. Je voulais savoir que veut dire la structure d'un scénario et est-ce que vous y pensez au début, quand vous entamez un scénario, est-ce que vous y pensez vraiment dès le départ? Est-ce que vous avez la fin en tête? Voilà, je voulais savoir, voilà, que vous nous parlez un peu de structure. Et puis, la deuxième question, c'est par rapport aux personnages. Comment vous faites pour construire vos personnages? Kamel, voilà, vos acteurs nourrissent vos personnages, mais est-ce que vous avez travaillé sur, par exemple, les backstories de vos personnages? Est-ce que vous avez amené quelque chose? Alors, par rapport à la structure, c'est vrai que moi, en sortant de l'école de cinéma, on n'avait jamais, comme on était avec Smaïl dans le département réalisation, on n'avait jamais appris à écrire un scénario, les différentes techniques. C'était vraiment comme si c'était considéré comme un geste créatif, spontané, et qu'il ne fallait pas avoir de méthode. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire mon premier long métrage, pas celui-là, mais qui n'a jamais au final abouti, je me suis très vite retrouvé bloqué, c'est-à-dire je n'arrivais plus à voir où l'histoire allait. Et c'est vrai que c'est en s'intéressant aux différentes méthodes de structure, mais depuis les Grecs jusqu'aux Américains, les différentes façons de construire un scénario, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, même si après on s'en détourne, mais rien que pour avoir un cap assez clair. Et quand je lis des scénarios de jeunes étudiants ou de jeunes réalisateurs, c'est vrai que souvent, rien que de mettre un cadre assez précis, ça aide beaucoup. Et ensuite, on a la liberté de s'en détacher et d'aller vers une forme un peu plus libre. Donc pour moi, oui, c'est important d'avoir la structure en tête. Et pour ce film, oui, moi, j'avais la fin en tête. Et c'est même la fin qui m'a amené à dérouler tout le fil en sens inverse. C'était suite à un repérage, j'avais vu ce four, cette personne qui disait oui, ici, tant que vous me donnez un peu d'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y avait ce côté un peu la nuit. Je me suis dit, tiens, mais deux gars paumés qui ont un cadavre à faire disparaître, qui se retrouvent après une nuit d'enfer ici, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, j'ai déroulé, à partir de cette fin, j'ai déroulé l'histoire. Et quant aux personnages, moi, c'est un peu particulier parce que tous les personnages existaient pas en tant qu'acteurs, mais en tant que personnes. Je les connaissais, c'est-à-dire je pensais à des personnes qui avaient leur vie. Tous les personnages secondaires du film, c'est pas des gens que j'ai inventés de A à Z, mais je me suis beaucoup inspiré de personnes qui existent. Et certaines jouent leur propre rôle, et pour d'autres, j'ai pris des acteurs pour les interpréter. Du coup, j'ai pas eu tellement de travail de construction de personnages, parce qu'ils étaient là, je les connaissais, je connaissais leur background, je connaissais leur psychologie, et il a juste fallu les insérer dans le film, les insérer dans l'intrigue. Et j'ai moins eu, je pense que pour d'autres films, ce travail de caractérisation des personnages. Après, c'était parce que voilà, c'est une démarche très particulière de partir vraiment d'une réalité de personnes qui existent pour les emmener vers la fiction, quoi. Parfait. Merci. Et il est le temps venu de vous remercier, Kamal, Ismaël, Yasmine et Ala, pour cet échange que je trouve que c'est un très beau moment de partage et puis qui dit beaucoup de choses du cinéma marocain d'aujourd'hui et à venir. Merci à vous. Merci.